Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je partage avec vous une interview de Sergueï Lavrov pour le documentaire Mjimo 80, réalisé à Moscou le 20 octobre 2024. Cette interview met en lumière des enjeux cruciaux de la diplomatie contemporaine. Nous explorons comment Lavrov défend la position de la Russie sur la scène internationale, en insistant sur l'importance de l'honnêteté et du respect du droit international, tout en critiquant l'Occident pour son approche de la souveraineté ukrainienne. Nous verrons également comment la maîtrise des langues joue un rôle clé dans la carrière diplomatique et pourquoi il est impératif de former des spécialistes capables de naviguer dans les défis modernes de la diplomatie. Restez avec nous pour une discussion enrichissante qui mettra en lumière des perspectives souvent méconnues et ouvrira la voie à un débat constructif. N'oubliez pas de partager vos réflexions dans les commentaires. Il est possible de parler de cela indéfiniment. C'est mon alma mater, c'est une maison près de la rivière Moskova, car à l'époque, Mjimo se trouvait dans le bâtiment actuel de l'Académie diplomatique. C'était une maison très chaleureuse et accueillante, où le processus éducatif n'était pas encore bien organisé, mais où nous organisions de fabuleux spectacles, des soirées et des événements musicaux, car dans notre promotion et d'autres, il y avait des orchestres. Et bien sûr, c'est là que nous avons rencontré nos professeurs, dont beaucoup sont restés de bons amis, bien que certains nous aient déjà quittés. Je tiens à mentionner Alexandre Alexandrovitch Belkovitch, mon professeur de singalais, qui non seulement nous enseignait, mais après les cours, nous sortions et allions jouer au football avec lui et ses amis dans une cour voisine à Prechistinka, où il y avait une patinoire de hockey. Je garde en mémoire de nombreux moments absolument uniques qui ont contribué à ma formation en tant qu'individu, ainsi que celle de mes camarades de classe, déjà initiés à de nombreux secrets, bien que loin de tous, de la vie internationale et de la diplomatie. En même temps, c'était un endroit où nous nous rendions, comme on le ferait vers un foyer chaleureux, d'où émanait une atmosphère très agréable. Les défis sont toujours présents pour Mjimo, peu importe l'évolution de la situation internationale. Lorsque la situation est plus calme, les défis consistent à renforcer les spécialités, comme on dit aujourd'hui, et à veiller à ce que le niveau de la licence et du master réponde aux normes mondiales reconnues. Et Mjimo a parfaitement réussi dans ce domaine. En même temps, l'université ne se contentait pas de suivre les tendances de l'époque, comme le processus de Bologne, qui est maintenant en pleine révision. Nous revenons à un système éducatif qui conserve et ravive les meilleures pratiques, aussi bien de l'Empire tsariste que de l'Union soviétique. Même lorsque nous étions en relation avec l'Occident, Mjimo cherchait toujours à explorer ses propres voies, en proposant de nouvelles directions qui reflétaient notre spécificité nationale et historique. Lorsque les temps sont devenus plus tendus, la situation a bien entendu nécessité des actions beaucoup plus sérieuses. Après avoir tenté pendant 10 ans d'inculquer à l'Occident l'inacceptabilité d'intégrer l'Ukraine dans l'OTAN et d'encourager le régime qui est arrivé au pouvoir à la suite d'un coup d'État, et dont l'une des principales missions était de détruire la langue russe, la culture russe et l'éducation russe, il est devenu évident que toutes les voies diplomatiques étaient épuisées. Nous avons compris que les accords de Minsk, comme l'ont honnêtement admis les dirigeants de l'époque de la France, de l'Allemagne et de l'Ukraine, n'étaient jamais destinés à être mis en œuvre. Ils étaient uniquement là pour gagner du temps et armer l'Ukraine contre la Russie. Vous le savez tous. Mais, après avoir épuisé tous les moyens possibles pour convaincre l'Occident d'agir raisonnablement et de mettre en garde leurs alliés ukrainiens, nous avons lancé l'opération militaire spéciale. L'Occident, réalisant que son plan de transformer l'Ukraine en une anti-Russie avait échoué, a réagi avec colère, notamment en rompant les contacts éducatifs entre nos pays. Tous les contacts entre la Russie et l'Occident, qu'il s'agisse de l'Union européenne, de l'OTAN ou des États-Unis, ont été brusquement rompus, y compris dans le domaine de l'éducation. Cela a conduit à un déplacement majeur de nos efforts vers l'Est, non pas parce que nous avons renoncé à l'Occident, mais parce que l'Occident a refusé de coopérer, sacrifiant même des secteurs tels que l'éducation et la culture, qui ont toujours rapproché les gens, plutôt que de servir d'instrument de sanction. Si l'Occident pensait affaiblir les fondations de notre système éducatif, il s'est gravement trompé. Au contraire, cela a stimulé une réforme attentive et minutieuse de notre éducation, visant à préserver tout ce qui a été bénéfique au cours des dernières années post-soviétiques, tout en réintégrant l'expérience inestimable de l'Empire russe et de l'Union soviétique. Aujourd'hui, Mjimo accorde une attention particulière à l'apprentissage des langues orientales. Cela me fait plaisir, car j'ai moi-même étudié une langue rare, le singalais, que j'ai ensuite utilisé lors de mon travail au Sri Lanka pendant les 4 premières années après ma diplomation. Mais ce n'est pas tout. Le programme inclut également des études régionales et l'économie des pays d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine. Mjimo a également maintenu les programmes de licence et de master en anglais.
Les professeurs étrangers qui enseignent les langues sont presque tous restés et continuent à honorer leurs engagements contractuels, avec enthousiasme et même, je n'hésite pas à le dire, avec plaisir, car ils trouvent qu'il est agréable de vivre en Russie et de travailler dans l'une des meilleures universités du pays. Comme je l'ai mentionné, nous utilisons de plus en plus l'expérience de l'Empire russe. À l'époque, il y avait la spécialisation de dragoman, où un individu était formé pour travailler sur une région géographique spécifique, souvent un seul pays. Ce spécialiste, appelé dragoman, connaissait parfaitement ce pays. Il est probablement difficile de revenir pleinement à la formation de tels experts aujourd'hui, mais il est indéniable que notre tradition a toujours été de former des experts possédant une connaissance approfondie d'une région. Cela contraste avec le système américain ou de nombreux systèmes d'Europe de l'Ouest, où les diplomates sont envoyés dans un pays pour 2 ou 3 ans, qu'ils n'ont jamais étudié, puis sont déplacés dans un autre lieu totalement différent. Certes, nous pratiquons aussi la rotation, mais ce n'est pas un but en soi. L'essentiel reste la spécialisation. Brillant. L'avenir sera sans aucun doute radieux, car Mjimo a prouvé, comme je l'ai montré, sa capacité à s'adapter aux nouvelles conditions et même à être un leader dans plusieurs domaines. Bien entendu, les technologies numériques et la numérisation des processus éducatifs et scientifiques sont les bases qui permettront de promouvoir encore plus activement les compétences de Mjimo dans la formation de spécialistes de très haut niveau. Cela sera également crucial pour le développement du travail analytique, en coopération avec d'autres instituts académiques, ainsi qu'avec le ministère des Affaires étrangères, pour une analyse plus approfondie des tendances complexes qui mûrissent depuis longtemps sur la scène internationale. Nous assistons à un affrontement direct avec l'Occident qui ne cache plus ses ambitions dictatoriales, exigeant la soumission de tous à sa volonté. L'Occident a abandonné les méthodes diplomatiques et recourt désormais à des sanctions, au chantage, aux menaces et même à la force militaire pour changer les régimes et affaiblir ses concurrents économiques mondiaux. Tout le monde a entendu parler de l'attentat contre les gazoducs Nord Stream, que l'Europe a silencieusement accepté, bien que cela ait gravement affaibli les perspectives de développement de l'Allemagne, dans une large mesure, d'autres pays européens. Cela a fait de ces pays de simples appendices économiques des États-Unis. Mais c'est ainsi. Tous suivent le chef de file, espérant qu'il les protégera. Mais ce leader ne prend que ce qui lui est utile, même de ses alliés, et ensuite les abandonne. Il est clair que ce système de relations internationales, dominé par les anglo-saxons, est obsolète. Mais il refuse de mourir, car l'Occident ne veut pas accepter des relations égalitaires après 5 siècles de domination par la conquête de terres étrangères, l'extermination des populations autochtones en Amérique du Nord, en Afrique et ailleurs. L'Occident a l'habitude de vivre par des méthodes coloniales, et maintenant il essaie de poursuivre cela par des moyens néocoloniaux, associés à l'extermination directe de peuples entiers, ainsi qu'à des formes raffinées de leur exploitation. Mais l'essence reste la même. Comme à l'époque coloniale, l'Occident veut encore vivre aux dépens des autres, ralentissant ainsi le développement technologique de tout le reste du monde. Mais cette agonie, bien qu'elle puisse durer de nombreuses années, fait face à une tendance historique absolument objective: la formation d'un ordre mondial multipolaire. Dans ce nouvel ordre, tout d'abord, le principe fondamental de la Charte des Nations Unies sera mis en pratique, à savoir l'égalité souveraine des États, la non-ingérence dans leurs affaires intérieures, et, bien entendu, un processus équitable visant à trouver un équilibre des intérêts. Il s'agira d'une recherche d'équilibre des intérêts, et non de l'imposition de la volonté de quelqu'un. Le processus est long, la confrontation est intense, mais la vérité historique est de notre côté, et ces tendances objectives, bien entendu, ne pourront plus être arrêtées. Et le Mjimo, comme je l'ai déjà dit, en élevant son travail analytique à un nouveau niveau, contribue de manière très importante à la compréhension de ces processus et à l'élaboration de recommandations pour les structures gouvernementales, en particulier pour le ministère des Affaires étrangères, et à travers nous, pour les dirigeants du pays, sur la manière d'optimiser notre politique pour soutenir la formation d'un monde multipolaire. Mes années d'études à l'Institut? Oh, il y en a tellement à raconter. Vous savez, il y aurait assez d'histoires pour remplir de nombreuses heures de discussion. Je dirais encore une fois que c'était un bonheur pour moi d'étudier à l'Institut. Nous prenions nos études au sérieux, même si, à cause de la jeunesse, ce n'était pas toujours facile, mais nous étions de bons étudiants. Nous ne regrettons rien et nous sommes reconnaissants envers nos professeurs. Mais, en parlant d'histoires amusantes, je me souviens des kapustniki. Une fois tous les 6 mois, à chaque semestre, notre promotion de la Faculté des Relations internationales, promotion de 1972, organisait régulièrement des kapustniki. Nous étions 3. Le principal auteur était Gorgi Zelenine,
qui a travaillé à l'UNESCO pendant longtemps, et quelques autres participants, dont Alexei Fedotov, qui a été ambassadeur en République tchèque, puis en Slovaquie, il est maintenant à la retraite, et puis moi, votre humble serviteur. Une fois les kapustniki rédigés, tout était obligatoirement mis en vers. Nous, selon notre accord, les remettions au comité du parti, où nos textes, bien qu'assez piquants parfois, surtout pour l'époque, à la fin des années 60 et au début des années 70, étaient examinés de manière assez libérale. Ils comprenaient l'humour que nous utilisions et savaient que cela contribuait à ce que nous faisions. Nous mettions en scène les kapustniki. Si vous voulez, c'était une forme de ce qu'on appelle aujourd'hui le team building, quand notre groupe de promotion se sentait lié non seulement par les cours, mais aussi par une vraie camaraderie. Et pardonnez-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que notre promotion est l'une des plus soudées. Jusqu'à récemment, nous nous retrouvions encore régulièrement en tant qu'anciens étudiants, généralement au ministère des Affaires étrangères, au rez-de-chaussée où nous avons une salle dédiée, pour nous souvenir des bons moments. Nous avons même, à 2 reprises, monté un kapustnik. Parmi les participants habituels au kapustniki, je mentionnerai Anatoly Vassilievitch Tarkounov, qui jouait des rôles mémorables comme celui de Famuzov dans une parodie de Le malheur d'avoir trop d'esprit, et, bien sûr, le cardinal dans plusieurs épisodes de la série Les Trois Mousquetaires. Il y avait ce sentiment de solidarité, de ne pas avoir envie de rentrer chez soi après les cours. À l'époque, il y avait une très bonne cafétéria au 4e étage. Nous y restions à bavarder, à imaginer de nouveaux projets, y compris à planifier nos départs en brigade de construction. Pendant mes 4 années d'études, après chaque année, je suis parti en brigade de construction du Mjimo en Khakassie, Touva, Yakoutie et en Extrême-Orient. Ces mois passés là-bas étaient inoubliables. Ce fut une période qui nous a forgés, qui nous a permis de nous sentir vraiment hommes, pour ainsi dire. Un travail physique, plutôt difficile d'ailleurs, creuser des canaux, poser des structures en béton dans le cadre de programmes d'irrigation, construire des infrastructures spéciales comme en Yakoutie. Je me souviens d'un moment en particulier en Yakoutie, j'étais chef de brigade, nous travaillions sur la base du ministère de l'Intérieur de la République pour y construire des entrepôts de matériaux de construction et d'autres ouvrages. Nous étions même allés sur le chantier d'une prison en construction près de Yakoutsk pour y transporter des radiateurs très lourds dans les étages. Nous creusions aussi des tranchées pour y poser des câbles, et bien d'autres choses. Une autre équipe de notre brigade travaillait à la construction d'une usine de vin à Yakoutsk. Là-bas, tous les bâtiments sont sur pilotis. Ils faisaient du bétonnage sous la structure métallique sur pilotis. Le soir, nous échangions nos impressions sur la journée de travail. Ceux qui travaillaient à l'usine de vin faisaient toujours remarquer la particularité de cet objet. Il y a environ 4 ans, un de mes amis est allé à Yakoutsk et m'a ramené une photo d'une plaque accrochée à cette usine de vin. Il y est écrit « L'usine de vin de la ville d'Yakoutsk a été mise en service en 1976 » et en dessous, Sergei Viktorovitch Lavrov, actuellement ministre des Affaires étrangères, a participé à sa construction. Premièrement, ce n'est pas exact, bien que je sois fier que mon passage en Yakoutie dans le cadre de la brigade de construction ait été mémorisé. Deuxièmement, ce qui m'a surpris, c'est que cette brigade travaillait là en 1970 et l'usine était déjà en construction, bien que l'usine ait été mise en service 6 ans plus tard. Cela reflète probablement les dysfonctionnements de l'économie soviétique, notamment les projets interminables. Tout cela appartient désormais au passé, mais il y a eu bien d'autres moments amusants, surtout quand nous nous préparions aux examens. Parfois, pendant les 2 ou 3 jours entre les épreuves, nous ne les passions pas toujours à réviser. Je me souviens d'un cas où mon ami et moi savions que nous étions peu préparés pour l'examen de droit international le lendemain. Nous sommes allés chez lui, il vivait seul car ses parents étaient à l'étranger. Il a lu un manuel de droit international public, et moi, celui de droit international privé. Nous n'avions que 8 heures devant nous. Nous avons lu pendant 4 heures, puis passé 1 heure chacun à se résumer ce que nous avions retenu. Nous avons fini par réussir l'examen. Je ne veux pas ici diminuer la qualité des examens du Mjimo, mais cette méthode, du moins à ce moment-là, s'est avérée efficace pour 2 étudiants. Avant tout, préserver les traditions, les préserver et les enrichir, tout en honorant l'héritage de ceux qui nous ont précédés. Il ne faut jamais renier ses racines, mais promouvoir ses traditions et sa mission civilisationnelle de manière à se faire plus d'amis. Cependant, il faut ajouter une nuance importante, il ne faut pas obtenir ses amis au prix de concessions sur nos intérêts nationaux fondamentaux. Depuis la diplomatie d'Ivan le Terrible et le département des ambassades, nous avons toujours été prêts à développer des relations extérieures dans toutes les directions, ce que l'on appelle aujourd'hui la politique de la multipolarité. Et nous avons toujours été disposés à conclure des accords justes basés sur un équilibre des intérêts.
Malheureusement, cela n'a pas toujours été possible. Très souvent, dans l'histoire européenne, on a tenté de nous isoler, de nous tromper, de nous promettre quelque chose pour ensuite former des coalitions contre nous. Cela s'est produit à plusieurs reprises dans l'histoire européenne. Ceux qui l'ont fait ont ensuite avoué dans leur mémoire qu'ils n'avaient jamais voulu que la Russie soit un membre à part égale de ce qu'on appelle le concert européen. Cependant, la Russie a toujours su se relever, même après avoir essuyé des revers, elle se ressaisissait. Comme l'a dit Gortchakov, elle se concentrait et reprenait la place qui lui revenait de droit, par l'histoire et les conquêtes qui nous ont été léguées en héritage. Nous vivons aujourd'hui une période où une guerre nous a été déclarée. Je ne vois pas de différence avec celle qu'Hitler nous a déclarée. Enfin, Hitler n'a même pas déclaré de guerre, il a simplement attaqué sans préavis. Mais, au moins, Hitler était plus honnête. Il voulait détruire l'Union soviétique, conquérir nos terres. Pour cela, il a soumis plus de la moitié de l'Europe, a mis toutes les armées étrangères au service de ses objectifs, en proclamant les Allemands comme une race de surhommes, il a commencé cette guerre contre l'Union soviétique. Napoléon avait lui aussi rallié presque toute l'Europe sous ses bannières pour déclarer la guerre à la Russie. Aujourd'hui, le même groupe de pays, à quelques rares exceptions près, mais en plus grand nombre qu'à l'époque de la coalition d'Hitler, près de 50 pays financent et arment Kiev, ayant ouvertement déclaré leur objectif, infliger à la Russie une défaite stratégique. Et ces adultes, c'est même honteux pour eux, affirment que la Russie doit subir une défaite stratégique, mais qu'ils ne sont pas en guerre contre la Russie. Ils ne peuvent même pas l'admettre honnêtement, comme l'ont fait Napoléon et Hitler. Les dirigeants modernes n'ont probablement pas le courage de le faire, bien que leur objectif soit le même, affaiblir stratégiquement la Russie. Sous Hitler, leur cause était menée par des surhommes. Aujourd'hui, ce sont les nations exceptionnelles qui mènent la charge, comme les Américains. Les présidents américains, qu'ils soient démocrates ou républicains, ont toujours qualifié leur pays de nation exceptionnelle, exceptionnelle nation. Mais je pense qu'ils n'ont pas oublié les leçons de l'histoire, et je ne sais pas sur quoi ils comptent, honnêtement. Comme l'a dit notre président, en revenant aux traditions et aux principes de notre diplomatie, nous n'avons jamais refusé les négociations. L'exemple de l'Ukraine en est la preuve la plus éclatante. En février 2014, nous avions soutenu l'accord que Yanukovych avait conclu avec l'opposition sous la garantie de la France, de l'Allemagne et de la Pologne. Cet accord prévoyait des élections anticipées, que l'opposition, selon tous ceux qui suivaient les événements, aurait remporté à 100%. Il s'agissait d'attendre quelques mois pour organiser ces élections et occuper légitimement des positions de pouvoir en Ukraine. Mais cela ne suffisait pas à l'opposition, qui ne voulait pas attendre, impatiente qu'elle était. Au lieu de respecter cet accord, soutenu par la Russie, ils ont organisé un coup d'État, une série de provocations, des événements sanglants sur le Maïdan. Ils ont signé un accord le soir, au matin, ils ont déclenché un massacre. Si cela ne s'était pas produit, l'Ukraine existerait aujourd'hui dans ses frontières de 1991, incluant le Donbass et la Crimée. Mais les putschistes, après avoir pris le pouvoir, ont immédiatement déclaré qu'ils allaient retirer le statut de la langue russe en Ukraine et expulser les Russes de Crimée. Ils ont envoyé des militants armés en Crimée et ont pris d'assaut le Parlement de Crimée. Naturellement, la Crimée s'est soulevée, et nos militaires de la base de Sébastopol ont soutenu les Criméens, évitant ainsi un bain de sang. Bien sûr, le Donbass s'est également soulevé, refusant d'accepter ce pouvoir. Mais je parle d'autre chose ici. Si les accords, soutenus par la Russie, avaient été respectés, et nous avons toujours été pour les négociations et les compromis, l'Ukraine serait aujourd'hui intacte, y compris la Crimée. Cela ne s'est pas produit, la Crimée est partie. Pour résoudre le problème du Donbass, les accords de Minsk ont été conclus en février 2015, et la Russie a une fois de plus manifesté sa volonté de négocier. Plus tard, nous avons découvert que personne n'avait l'intention de respecter ces accords, ni la France, ni l'Allemagne, ni, encore moins, l'Ukraine. Et toutes ces années, en violation du principe du cessez-le-feu, le régime de Kiev a attaqué le Donbass. Tout s'est terminé comme ça s'est terminé en février 2022. Si les accords de Minsk avaient été appliqués, l'Ukraine aurait été unifiée, mais sans la Crimée. Mais tout le Donbass et la Nouvelle-Russie seraient restés ukrainiens. Encore une fois, l'incapacité de négocier a joué un mauvais tour à l'Ukraine. En avril 2022, l'Ukraine avait une troisième chance de préserver une certaine forme d'État lorsque les accords d'Istanbul, qui maintenaient l'Ukraine sans la Crimée et une grande partie du Donbass, hors de l'OTAN, avec des garanties de sécurité hors bloc militaire, avaient été négociés après plusieurs séries de pourparlers entre représentants russes et ukrainiens. Vous connaissez l'histoire, Arahamia, chef de la délégation ukrainienne, a reconnu que Boris Johnson est arrivé et a interdit de signer un document déjà paraphé. Voici donc un troisième exemple où la Russie, de bonne foi,
s'est engagé dans des pourparlers, et où la partie opposée, je dirais même l'ennemi, s'est avérée incapable de négocier. Chaque fois que les accords conclus ont été sabotés par les Ukrainiens et leurs maîtres, l'Ukraine a perdu de plus en plus de territoire. Notre dernière proposition, que le président a soumise le 14 juin lors de son discours au ministère des Affaires étrangères, est que nous sommes prêts à négocier sur la base de la reconnaissance des réalités. Ces réalités incluent, en premier lieu, des amendements à la Constitution de la Fédération de Russie, selon lesquels non seulement la République de Crimée, mais aussi les républiques populaires de Donetsk et de Lugansk, ainsi que les régions de Zaporijia et de Kherson, sont désormais et pour toujours des parties intégrantes du territoire de la Fédération de Russie. Les réalités sur le terrain incluent également la situation que tous nos partenaires occidentaux, et malheureusement certains pays d'autres régions, ignorent en avançant différentes initiatives. Cette situation est que les droits de la population russophone et russe d'Ukraine sont piétinés. Des lois ont été adoptées, interdisant l'éducation en langue russe, interdisant les médias russes, qu'ils soient basés en Russie ou en Ukraine, travaillant en langue russe. La culture russe a été interdite. Kiev a adopté des décrets suspendant toute activité culturelle en langue russe. C'est une réalité sur le terrain qui est inacceptable. Il est également inacceptable que Kiev et l'Occident continuent de déclarer leur intention de faire de l'Ukraine un membre de l'OTAN. Toutes ces choses doivent être comprises et rectifiées. L'Occident a pris l'habitude d'accuser la Russie d'agression dans tous ses discours sur l'Ukraine, ignorant totalement ce qu'il a lui-même fait au régime de Kiev pendant ces 10 dernières années, tout en déclarant que la Russie doit retirer ses troupes. La seule base pour un règlement est la Charte des Nations Unies, qui exige le respect de l'intégrité territoriale et de la souveraineté de l'Ukraine. C'est encore une de ces mauvaises habitudes de l'Occident de ne tirer que ce qui l'arrange. De la même manière, ils effacent l'histoire. Pour eux, il n'y avait rien avant février 2022 en Ukraine. Tout allait bien, et soudain la Russie est intervenue. Il y a de nombreux exemples de ce genre. En effaçant la culture, en effaçant certains épisodes de l'histoire qui ne les arrangent pas, l'Occident tente d'appliquer ce même principe à l'interprétation du droit international. Nous sommes totalement en faveur de la Charte des Nations Unies comme base de règlement. Mais tout a commencé en Ukraine avec l'arrivée au pouvoir d'un régime nazi qui a interdit la langue russe et déclaré la guerre à l'Église orthodoxe ukrainienne, sœur canonique de l'Église orthodoxe russe. Le chapitre 1 de la Charte des Nations Unies, bien avant le principe de l'intégrité territoriale, stipule que tous doivent respecter et protéger les droits humains, sans distinction de race, de sexe, de langue et de religion. Il est explicitement écrit de ne pas toucher à la langue et à la religion. Ce principe a été violé en Ukraine, mais l'Occident l'a préféré l'oublier. Au cours des siècles passés et jusqu'à aujourd'hui. J'ai abordé tout cela de manière approfondie parce que vous avez posé une question essentielle concernant les fondements de la diplomatie russe. Et sans montrer par des exemples à quel point l'honnêteté et le respect du droit international dans toute sa diversité sont importants pour nous, il serait très difficile d'expliquer pourquoi la Russie refuse de respecter les exigences liées à la souveraineté de l'Ukraine conformément à la Charte des Nations Unies. Ce sont simplement des escrocs. Quant à notre position, oui, elle n'est probablement pas parfaite, personne ne l'est, comme le disaient les héros d'un film hollywoodien, mais, au moins, nous sommes prêts à la défendre et à la justifier. Je vous ai donné des exemples de ce que représente la Charte des Nations Unies et de la manière dont certains l'appliquent, tandis que d'autres refusent de le faire. Nous sommes prêts à avoir une discussion honnête, mais notre interlocuteur, lui, ne l'est pas, car il n'a aucun argument. Tout ce qu'il fait, c'est, vous savez, même lorsque les représentants soviétiques étaient accusés de lire mécaniquement les éditoriaux du journal Pravda, ils faisaient preuve de bien plus de créativité et d'inventivité dans la présentation de leurs positions strictes. Quant aux Occidentaux, que vous lisiez le New York Times ou que vous écoutiez les représentants américains, c'est de la pure propagande, sans même essayer de justifier leurs approches inacceptables avec des faits. Rien d'autre que des slogans et des exigences. Je répète, je suis peut-être en train de faire l'éloge de la diplomatie russe, mais nous sommes prêts à discuter de ces questions, mais de manière honnête. Eh bien, un diplomate ne peut pas travailler sans connaître de langue. Au ministère des Affaires étrangères, à l'époque soviétique, il fallait maîtriser une langue et, une fois recruté, apprendre une deuxième ou une troisième langue. Aujourd'hui, nous n'embauchons que des personnes qui réussissent un entretien dans 2 langues étrangères. Le nombre de langues enseignées à l'Institut d'État des Relations internationales de Moscou, MGIMO, a augmenté, et nous commençons déjà à voir les résultats. Des jeunes arrivent avec la maîtrise de langues orientales et rares, et ils s'intègrent déjà activement dans le travail avec un bel avenir, car je suis convaincu que l'importance des langues orientales va continuer à croître. Un diplomate doit connaître les langues, car, lors de négociations, même avec un interprète, un face-à-face sans intermédiaire peut souvent s'avérer décisif dans la résolution d'une crise majeure.
Ce fut le cas, par exemple, en 1962, lors de la crise des missiles de Cuba, quand l'ambassadeur Anatoly Fyodorovitch Dobrynin rencontra seul à seul le frère du président Kennedy, Robert Kennedy. À ce moment-là, de nombreux éléments furent déterminés. En réalité, la maîtrise des langues doit être parfaite pour un diplomate. Nous recrutons ceux qui connaissent 2 langues étrangères et encourageons vivement les nouveaux arrivants à améliorer leurs compétences linguistiques ou à apprendre de nouvelles langues, ou même à faire les deux, au sein de nos cours supérieurs de langues étrangères. Il s'agit d'un établissement d'enseignement ancien, doté de traditions remarquables, que nous apprécions grandement. C'est un véritable moyen d'améliorer les compétences et de perfectionner les capacités linguistiques. J'ai mentionné les interprètes. Malgré le fait que les diplomates doivent connaître les langues, les interprètes sont également nécessaires et importants, car la diplomatie moderne s'occupe de tout, pas seulement des questions de guerre et de paix, comme c'était le cas autrefois, au Moyen Âge et dans une large mesure au XIXe siècle. Aujourd'hui, si vous regardez la structure des organes des Nations Unies, en plus des questions politico-militaires, l'ONU s'occupe d'économie, de questions humanitaires, sociales, de réfugiés, de santé publique. La cybersécurité est désormais fermement inscrite à l'ordre du jour de l'ONU. La propriété intellectuelle est un domaine couvert par une agence spécialisée. Le développement durable, et tout ce qui y est lié, fait partie d'un processus dirigé par l'ONU. En ce moment, des préparations sont en cours ou plutôt des discussions pour déterminer quel organisme créer pour traiter de l'intelligence artificielle. Autrement dit, toutes les sphères de la vie humaine sont concernées et les diplomates sont présents dans chacune d'entre elles. Mais, dans la plupart de ces domaines, ce sont nos ministères principaux économiques, technologiques, militaires, de la santé et bien d'autres qui jouent un rôle de premier plan en tant que spécialistes, et les diplomates les accompagnent. Cela explique, d'ailleurs, pourquoi le programme éducatif de MJIMO s'étend. Des entreprises comme Rosneft et Transneft y ont ouvert leur propre département. Même l'orientation médicale de MJIMO, qui avait suscité des sourires, a finalement montré son importance. Rappelez-vous comment s'est déroulée la pandémie de Covid-19 et les véritables tensions politiques qui se sont développées autour de l'Organisation mondiale de la santé. Rappelez-vous aussi comment la Commission européenne a tenté, par des moyens frauduleux, de favoriser les vaccins occidentaux, Pfizer et AstraZeneca, et comment elle a travaillé avec l'Organisation mondiale de la santé pour saper la position du vaccin russe Sputnik et de nos autres vaccins. Il n'y a pas un seul domaine où il n'y aurait pas une bataille politique. Nous devons donc avoir des spécialistes modernes en matière de contrôle et de réglementation de la coopération internationale, y compris dans le domaine de la santé, comme dans d'autres domaines. Le débat sur la gestion d'Internet dure depuis des années à l'Union internationale des télécommunications. Les Américains, pour des raisons évidentes, ne veulent pas céder leur position presque monopolistique, mais le reste du monde demande plus de justice. C'est pourquoi MJIMO, en tant qu'université formant des cadres pour les affaires internationales, doit en tenir compte et inclure ces programmes dans ses activités. Les interprètes jouent toujours un rôle important. Il arrive que, même à l'époque soviétique, le chef de délégation ne soit pas capable de bien formuler la position. Cela peut arriver, et dans ce cas, un bon interprète corrigera discrètement et reflétera le subtil détail manquant. Il y a aussi des situations inverses, où le chef de délégation connaît lui-même la langue. Dans ces cas-là, l'histoire montre que certains corrigeaient l'interprète, ce qui, bien sûr, est gênant. Mais ces situations montrent l'importance d'investir dans la formation des interprètes. MJIMO propose des formations de niveau licence et master, ainsi que des stages réguliers pour les interprètes destinés à travailler dans les organisations internationales, que ce soit pour la traduction écrite ou l'interprétation simultanée. Ils effectuent des stages à l'ONU, avec laquelle nous avons de bons contacts. L'Université pédagogique d'État de Moscou et l'Institut des langues étrangères, INAZ, ont également été impliqués dans la formation. Pour nous, INAZ reste dans nos cœurs, nous avons toujours eu de bonnes relations avec eux. Il est essentiel d'encourager ceux qui maîtrisent de nombreuses langues. À l'époque soviétique, nous avions une prime de 5% pour la maîtrise d'une langue occidentale, 10% pour une langue orientale, mais 20% était le plafond. Je pense qu'il serait temps de revoir cela pour encourager les jeunes à apprendre davantage de langues. Alexandre Griboyedov, lorsqu'il rejoignit le Collège des Affaires étrangères en 1817, fut nommé à un poste de commis de 12e classe. Au fil de son travail, on découvrit qu'il maîtrisait 10 langues étrangères, et il fut rapidement promu à un rang bien plus élevé, avec un salaire 7 fois plus élevé. Nous avons donc des exemples inspirants, et il y a beaucoup à apprendre, y compris de l'expérience soviétique, ainsi que de l'expérience que nous avons accumulée au cours des dernières décennies en tant que Fédération de Russie. L'interview de Sergueï Lavrov met en lumière des aspects cruciaux de la diplomatie moderne et le rôle fondamental que joue MJIMO
Institut d'État des Relations internationales de Moscou, dans la formation des futurs diplomates. En commençant par la question sur la signification de Mjimo pour lui, Lavrov évoque un sentiment de fierté et d'appartenance, soulignant l'héritage prestigieux de l'Institut. Cela nous rappelle l'importance des institutions éducatives dans la construction de l'identité professionnelle et personnelle des futurs leaders. Les défis actuels auxquels Mjimo est confronté, tels que l'évolution rapide des relations internationales et les tensions géopolitiques, mettent en exergue la nécessité d'une formation continue et adaptée. Dans un monde en constante mutation, les compétences doivent être sans cesse révisées pour répondre aux exigences d'une diplomatie complexe et dynamique. Cela soulève une question cruciale: comment les institutions peuvent-elles rester pertinentes dans un paysage international en évolution? La vision de Lavrov sur l'avenir de Mjimo, dans les 10 à 15 prochaines années, témoigne de son optimisme. Il envisage un institut qui continuera à former des diplomates capables de naviguer dans les eaux tumultueuses de la politique mondiale, en intégrant les nouvelles technologies et les approches interdisciplinaires. Cette anticipation nous pousse à réfléchir à la manière dont l'éducation doit évoluer pour répondre aux défis futurs. Comment pouvons-nous préparer les nouvelles générations à devenir des agents de changement et de paix? L'anecdote personnelle de Lavrov sur ses années d'études offre un aperçu de l'importance des expériences formatrices. Ces récits humains ajoutent une dimension personnelle à l'apprentissage, soulignant que l'éducation ne se limite pas aux connaissances théoriques, mais englobe également le développement de compétences interpersonnelles et le réseautage. Cela évoque une réflexion plus large sur la manière dont les expériences personnelles façonnent les carrières et les visions du monde. Quant à la valeur de l'école russe des relations internationales, Lavrov souligne ses traditions d'excellence et de rigueur. Cette tradition, alliée à une perspective moderne, est essentielle pour former des diplomates compétents. Cela soulève une question plus vaste: comment les pays peuvent-ils préserver leurs traditions tout en s'adaptant aux normes internationales? Enfin, l'impact de la maîtrise des langues sur une carrière diplomatique est indéniable. Lavrov insiste sur l'importance de la communication dans la diplomatie, soulignant que la maîtrise des langues permet non seulement de négocier, mais aussi de créer des ponts culturels. Cela nous amène à réfléchir à l'importance des compétences linguistiques dans un monde interconnecté, où la compréhension mutuelle est plus cruciale que jamais. En somme, cette interview nous incite à repenser le rôle de l'éducation, des traditions et des expériences personnelles dans la formation des futurs leaders. Elle pose également des questions sur la manière dont nous pouvons tous contribuer à un avenir où la diplomatie est synonyme de dialogue, de compréhension et de paix. Quelles sont, selon vous, les qualités essentielles que doivent posséder les futurs diplomates pour naviguer dans ce paysage complexe? Et comment les institutions éducatives peuvent-elles s'adapter pour les préparer à ces défis? Merci beaucoup pour votre engagement et votre précieuse contribution dans les débats. À très bientôt!